Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. L'envoyé spécial du Haut Commissariat aux réfugiés en Méditerranée est notre invité aujourd'hui. Comment gérer l'urgence? L'Europe doit-elle s'inquiéter d'une immigration massive à partir du continent africain? Pourquoi les réseaux de trafiquants sont-ils si peu inquiétés? Comment aider l'Afrique pour dissuader des millions de gens de se jeter sur les routes de l'exil? Enfin, nous entendrons les témoignages de ces migrants. Ils ont traversé le désert et vécu l'enfer des prisons en Libye. La question des migrants secoue l'Europe, elle la fragilise, elle divise les gouvernements et les opinions. Face à face, une Europe dure, parfois ouvertement raciste. Elle ferme ses frontières, elle refuse le débarquement des naufragés. Cette Europe-là est incarnée par Viktor Orban et Matteo Salvini, mais ils ne sont pas les seuls. J'ai promis de défendre les frontières et la sécurité des Italiens. C'est ce que je fais depuis 2 mois et je continuerai à le faire. Les Italiens d'abord, pour le reste, on verra. À l'opposé existe une autre Europe qui se veut terre d'accueil, soucieuse de préserver ses valeurs fondamentales et les droits humains. On relèvera que ces mêmes clivages se retrouvent actuellement en Amérique du Sud, en Colombie, au Brésil, au Pérou, confrontés à l'exode massif des Vénézuéliens. À travers la Méditerranée, le flux des migrants a diminué considérablement depuis 2 ans, ce qui n'a pas empêché le débat de se durcir. Après le pic de 2015, qui a vu arriver plus d'1 million de personnes, on a passé à moins de 200 000 en 2017 et 103 000 ont été enregistrés depuis le début de cette année 2018, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Au 30 septembre, depuis janvier, 1741 personnes, hommes, femmes et enfants, ont perdu la vie noyés en tentant de traverser la Méditerranée. Voilà pour la réalité des chiffres, et voici des témoignages, car derrière les chiffres, il y a le destin souvent tragique d'êtres humains. Est-ce que tu sais ce qui t'attend en Libye et sur la mer? La difficulté. Je sais ça très bien. Mais qui risque rien n'a rien. Mais là, on parle d'emprisonnement, de torture, de noyade. Effectivement, c'est ça la vie. La vie met un risque. Il faut risquer pour avoir. Tu aimerais aller où? L'Allemagne. T'es sûr que tu vas être bien accueilli là-bas? Puisqu'il y a les droits de l'homme, on sera bien accueillis là-bas. Kidnappés ou vendus par leurs passeurs à des trafiquants libyens, la plupart des migrants ont été séquestrés de longs mois en Libye. On les battait, d'autres on les viole, on les castre, ils sont nombreux. En Libye, ça? Oui, en Libye. Que là-bas, les gens meurent comme les mouches. Donc la mort, c'est rien. J'ai été vendu. En venant ici, j'ai été vendu. Si vous regardez la plupart des gens ici, vous pouvez voir les marques sur leur corps. On les a battus avec des câbles électriques. On leur a même enfoncé des objets pointus dans les fesses. Vous comprenez? La plupart d'entre eux perdent leur vie ici. C'est de la merde, franchement. À Tripoli, je voulais retourner au pays, mais je me suis dit que non. Combien de pays j'ai traversé pour arriver jusqu'à Tripoli, mais je préfère la mort à la place de la honte. On est déjà arrivé à la destination finale, Italia, Europa. Seulement 20% d'entre eux pourront rester en Europe et construire une nouvelle vie. On ne peut rien y faire. Nous, on peut seulement les secourir sains et saufs à bord. C'est juste la façon de m'a traité en Libye qui m'a poussé à prendre l'océan. Et si je suis encore vivante, pourquoi vous me fermez les portes? Quand vous étiez en train de nous coloniser, vous étiez bien gentils. Mais pourquoi maintenant nous sommes dans les problèmes, vous nous fermez les portes? L'Union européenne, s'il vous plaît, ouvrez-nous les portes. Depuis le 4 octobre, l'Aquarius est interdit de reprendre la mer, bloqué dans le port de Marseille. Bonjour Vincent Cochetel. Bonjour. Vous êtes envoyé spécial du Haut Commissariat pour les réfugiés en Méditerranée centrale. L'Aquarius qui est interdit de reprendre la mer, privé de pavillon, tous ces pays européens qui refusent d'accueillir ne serait-ce qu'un migrant, qu'un réfugié. Quel est votre sentiment? Un manque de solidarité qui est un petit peu pathétique quand on compare à ce qui se fait ailleurs dans le monde. L'Europe est
est à même aujourd'hui de gérer ces arrivées par bateau. Ces 33 000 arrivées vers l'Espagne, 20 000 vers l'Italie. C'est tout à fait gérable pour un continent comme le continent européen, si c'est bien géré. Et pourtant, on a le sentiment d'un immense gâchis, d'un chaos dans cette grande question migratoire, non? On est toujours marqué par les événements de 2015, où malheureusement, les États n'ont pas prouvé aux populations européennes qu'ils étaient capables de gérer une situation d'urgence. Donc, ce qui a créé un déficit en termes de responsabilité, un déficit en termes de confiance entre États et un déficit de solidarité. Et il faut réparer ces trois choses en même temps. Il y a eu 1700 personnes qui se sont noyées en Méditerranée, des hommes, des femmes, des enfants, depuis le début de l'année, alors même que le nombre de passages a considérablement diminué depuis 4 ans. Comment ça s'explique? Alors, mathématiquement, il y a moins de départs, donc le risque demeure le même de traverser la Méditerranée. Donc, effectivement, l'an dernier, on avait une chance sur 42 de périr en mer. Cette année, on a une chance sur 18 de périr en mer. C'est considérablement davantage. Pourquoi? Les trafiquants prennent plus de risques et il y a beaucoup moins de capacité de recherche et de sauvetage en mer. Donc les gens risquent de rester sur les bateaux à dériver beaucoup plus longtemps. On essaie désormais de contenir les flux de la migration en amont, avant que les gens n'essayent de traverser la mer. Au Niger ou en Libye, est-ce que ça fonctionne? Ça pourrait fonctionner si on s'en donne les moyens. Il est bien évident pour moi, quand je regarde la situation en Libye, où je me rends régulièrement, qu'une fois que les gens arrivent en Libye, c'est déjà trop tard, malheureusement. La capacité des acteurs humanitaires de faire beaucoup de choses en Libye est très, très limitée. Où le chaos règne, où le pays est totalement morcelé, etc. Tout à fait. Donc tout ce qu'on peut faire en amont, dans les pays limitrophes en particulier, dans tous les pays de premier asile ou pays de transit, c'est nécessaire en termes de stabilisation de ces mouvements, offrir des opportunités réelles pour les gens pour rester dans ces pays-là ou de retourner vers leur pays d'origine à partir de ces pays-là. Donc il faut gérer en amont le plus possible. Et ce n'est pas là un problème d'externalisation des responsabilités de l'Europe, c'est juste du bon sens. Qu'est-ce qu'on essaie de faire au Niger, par exemple, où vous êtes présent? Alors au Niger, le Niger a une population de réfugiés déjà de plus de 300 000 personnes, des personnes qui ont fui Boko Haram au Nigeria et la rébellion islamiste au nord du Mali. Le Niger a accepté en plus de servir de plateforme d'évacuation pour des réfugiés qu'on amène de Libye sur le Niger en vue de leur réinstallation vers des pays tiers. Est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière un peu hypocrite de la part des Occidentaux de faire porter le poids de cette migration à un pays comme le Niger, qui est un des plus pauvres du monde? Alors, si ça marche et si effectivement le Niger devient un pays de transit pour amener des gens vers la protection, ça peut être un outil de protection intéressant au niveau transcontinental. Le problème, c'est que ça fonctionne beaucoup trop lentement, mais il est évident pour nous que comme on ne peut pas apporter de la protection aux gens en Libye, qui la méritent, il va falloir apporter ces gens-là vers la protection. Mais vous dites que ça ne marche pas très bien parce que la relocalisation des migrants depuis le Niger ne fonctionne pas. Il n'y a pas de pays d'accueil. Voilà, alors ce n'est pas des migrants, c'est des réfugiés, c'est des gens qui ont un besoin de protection internationale. Effectivement, à ce jour, 450 personnes ont quitté le Niger. Ce n'est pas assez, il faudrait que ça aille beaucoup plus vite. Le Niger s'est engagé à avoir sur son territoire à tout moment 1500 personnes évacuées de Libye. Si on arrivait à sortir ces personnes-là en un mois, on pourrait évacuer beaucoup plus de monde à partir de la Libye. Certains dirigeants européens, et notamment ceux qui sont réfractaires à l'accueil des migrants, ont lancé l'idée de créer des plateformes de débarquement en Égypte, en Algérie. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous? Alors bon, nous, tous les pays de la Méditerranée ont des obligations sur le plan du droit international maritime, ont aussi des obligations en matière d'asile. Donc il est évident que les pays en Afrique du Nord peuvent faire plus. Il y a déjà des mécanismes de débarquement qui existent dans ces pays-là. Il faut les améliorer, il faut que ça marche beaucoup mieux. Mais je ne crois pas qu'on puisse demander aux pays d'Afrique du Nord de faire plus tant qu'au niveau européen, on offrira ce spectacle pitoyable de manque de solidarité. À Niamey, la capitale du Niger, des migrants s'apprêtent à prendre la route de l'Europe au péril de leur vie. Parce qu'on te prend pour te tuer, tu perds ta vie comme ça, banalement. Il y a le vidéo là. Sur ce portable, les images qu'il a filmées il y a un mois, lorsqu'ils ont été abandonnés en plein désert. Dans le désert comme ça, on nous dit partez comme ça. On dit partez, voilà le chemin, on dit partez. On nous a donné et puis 2 personnes
un litre d'eau, un bidon d'eau. Au cœur du Sahel, Agadez est la porte du désert libyen, un lieu devenu stratégique pour les chancelleries occidentales. Les passeurs qui avaient pignon sur rue à Agadez ont été remplacés par de nouveaux acteurs, souvent étrangers et sans scrupules. Ils n'ont aucun mal à contourner les contrôles dans cette ville ouverte aux 4 vents. Nous, on a des réseaux. Comme moi, un grand passeur, j'ai des réseaux. Si la patrouille sort à l'ouest, nous, on sort à l'est. Ou bien au sud ou bien au nord. Maintenant, on a les GPS, on a changé les routes. Maintenant, il y a 1000 routes. Et il y a mes collègues qui ont laissé les migrants en route parce qu'ils ont vu l'autorité. Ils ont vu les véhicules des patrouilles militaires, ils ont abandonné les passagers, ils ont fui. Mais c'est terrible de faire ça. Attends, pourquoi? Parce que si on te prend, tu pars en prison. Par semaine, maintenant, des fois, je gagne 2 et quelques, jusqu'à 3 même. 3 millions. 3 millions CFA. C'est bien. C'est bien. Je suis à l'aise avec ma famille. Pour décider les passeurs à changer de métier, l'Union européenne leur offre une somme forfaitaire de 1,5 million de francs CFA. C'est à peine la moitié de ce que cet homme gagne en une semaine. Il leur faudra au minimum 3 jours pour atteindre Saba, au centre de la Libye, et des semaines, voire des mois, pour rallier la capitale Tripoli, pour autant qu'ils y parviennent. Des milliers de migrants sont détenus ici dans des conditions abominables. Tripoli compte une trentaine de camps de détention dits officiels, soi-disant supervisés par les autorités. Pour obtenir le maximum d'argent de leur famille, les trafiquants autorisent leurs prisonniers à leur envoyer des messages par téléphone. On partait sur l'Italie, la police libyenne nous a pris dans l'eau. Donc là, je suis là maintenant, je suis en prison. Dans la nuit, il y a les Arabes là qui viennent prendre les femmes pour aller vendre dans les maisons de prostitution. Bon, moi, je ne veux pas que les trucs comme ça m'arrivent. Surtout quand ils veulent coucher avec une femme dans la nuit et tout, et puis s'ils viennent t'attacher. Pardon, fais faire quelque chose pour moi. Fais envoyer le message à ma famille. L'OIM et le HCR ne parviennent à exfiltrer qu'une minorité de migrants. Tous les autres croupissent en prison jusqu'au jour où les passeurs les jettent en mer sur une embarcation telle que celle-ci. 100 à 150 personnes sur un pneumatique de 3 mm d'épaisseur. Vous êtes partisan d'une lutte sans merci qui ne se fait pas, ou pas assez en tout cas. Pourquoi? Oui, il y a un grand décalage entre le discours public sur combattre le business model des trafiquants et ce qui se passe en réalité. Pourquoi ça n'a pas lieu? Je pense qu'il y a des intérêts économiques derrière tout ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les dinghies et les moteurs des bateaux qui servent à ces trafics à partir de la Libye transitent via 2 pays européens. Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas ça? Les filières d'acheminement de ces bateaux, comme si c'était de la drogue, comme si c'était des armes, comme si c'était du terrorisme. Un certain nombre de trafiquants en Libye sont connus. Simplement 6 ont été nommés par le comité des sanctions des Nations Unies sur la Libye. Il faut en nommer beaucoup plus, geler leurs avoirs là où ils ne sont pas en Libye. On les connaît, hein. Leurs avoirs, ils sont en Europe parfois. Ils sont en Europe, ils sont dans les pays du Golfe. Il faut de la coopération policière beaucoup plus renforcée pour traiter ce type de trafic comme si c'était un trafic d'armes ou de drogue. Donc là, il y a aussi une certaine hypocrisie de la part des pays occidentaux par rapport à la lutte contre ces réseaux de trafiquants. Oui, peut-être pas une hypocrisie. Je pense que les pays européens sont déterminés à le faire, mais en pratique, il n'y a pas grand-chose qui se place et les moyens donnés à ce combat transcontinental sont largement insuffisants. Il y a l'idée, en Europe, qui se répand, il y a des émissions, des livres, etc. Cette idée que, à terme, l'Europe pourrait être submergée par des vagues de migrants venus d'Afrique. C'est une idée d'ailleurs avec laquelle jouent les mouvements anti-émigrés. Qu'est-ce que vous répondez
aux gens qui ont peur? Alors d'abord, on n'a eu que 210 000 demandeurs d'asile en Europe cette année. 38% d'entre eux ont besoin de protection, les autres n'ont pas besoin de protection et doivent rentrer dans leur pays d'origine. S'ils ne rentrent pas, le système d'asile ne fonctionne pas, parce que les gens ne font pas la différence entre qui a le droit de rester et qui n'a pas le droit de rester. Donc pas de panique, c'est des chiffres qui sont quand même beaucoup plus bas que l'année précédente, 650 000, beaucoup plus bas que 2016, plus d'1 200 000. Donc le problème devient gérable en termes de chiffres. Bon, maintenant, on va dans un continent qui compte quand même 400 millions d'habitants. Tout à fait. Ouais. Et la plupart des mouvements mixtes ont lieu sur le continent africain, n'ont pas lieu vers l'Europe. Il y a des pays d'asile, des pays confrontés aux pressions migratoires, qui sont des pays africains d'abord. Donc on a encore 19 conflits sur le continent africain, donc il faut travailler sur la paix, les mécanismes de paix durable dans ces pays-là. Il faut travailler sur la malgouvernance, il faut travailler sur les raisons socio-économiques qui poussent les gens à quitter leur pays. Donc il faut travailler effectivement en amont, mais pas avec des petits projets, d'une manière beaucoup plus durable. Je vous entends bien, mais si on a au nord une Europe riche et vieillissante et au sud un continent africain dont on dit que la population va doubler d'ici à 2050, avec des écarts de richesse aussi qui augmentent, on ne va pas stopper les flux migratoires. On ne va pas les stopper, on peut les réduire, on peut les gérer beaucoup mieux. Il va falloir ouvrir des soupapes de sécurité. Ces pays ont aussi besoin d'un peu de migration légale. Donc il va falloir rentrer dans des accords avec ces pays-là, une meilleure gestion de leurs frontières, une meilleure gestion de leurs ressources publiques, une meilleure gestion des défis migratoires à leur niveau et au niveau intra-régional, en échange d'une politique de visa qui devra être plus ouverte au fur et à mesure. L'ONU prépare la création d'un pacte mondial sur les migrations. Quels sont les objectifs et qu'est-ce que ça va changer? Alors, il y a deux pactes. Il y a un pacte mondial sur les réfugiés, un pacte mondial sur la migration. Ouais. Ces deux pactes entendent organiser un petit peu mieux la solidarité internationale, qu'elle soit un peu plus prévisible par rapport aux pays d'où proviennent la migration ou les pays où sont hébergés les réfugiés. On va voir si en pratique cela va se traduire par un engagement beaucoup plus durable des pays donateurs vis-à-vis de ces pays de premier asile. Mais au fond, la solution, est-ce que ce n'est pas de soutenir l'Afrique par des programmes de développement, soutien à la démocratie? Est-ce que ce n'est pas ça, au final, qui va résoudre cette grande question migratoire qui nous angoisse autant, enfin qui angoisse beaucoup de gens en Europe en tout cas? Tout à fait, mais il ne faut pas que nos politiques soient simplement dessinées sur la base de nos peurs collectives. Il faut un investissement durable. Ce qu'on voit, c'est beaucoup de petits projets, c'est beaucoup trop fragmenté au niveau de l'approche pour créer des dynamiques locales qui changent effectivement la donne. On ne va pas changer la géographie, on ne va pas changer du jour au lendemain les pressions démographiques. Par contre, il y a un certain nombre de ces 19 conflits sur lesquels l'Europe peut s'attaquer et il faudrait les résoudre. Il faut investir dans la paix, il faut investir dans le retour, il faut investir dans la stabilité de ces pays. Et ça nécessite des moyens qui ne sont pour l'instant pas débloqués. Et investir aussi dans les infrastructures, que les gens de là-bas puissent voir des progrès. Exactement, parce que ce qu'on voit avec un certain nombre de jeunes, en particulier d'Afrique de l'Ouest, c'est un petit peu une radicalisation de leur projet migratoire. Ils pensent qu'il n'y a plus du tout d'espoir de vivre d'une manière décente chez eux, et la tentation d'aller voir ailleurs est très forte. Merci Vincent Cochetel. De rien. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitis. Merci. Merci. La Hongrie est aujourd'hui en Europe un des pays les plus intransigeants face à l'accueil des émigrés. Mais l'histoire a parfois la mémoire courte. Durant l'automne 1956, les chars de l'armée soviétique entraient dans Budapest. Ce jour-là, ils venaient sonner la fin de l'insurrection populaire contre le régime communiste. Et pour échapper à la répression, 200 000 Hongrois s'enfuyaient et se réfugiaient à l'ouest. Olivier Colère, Tibio Cachouli. La révolution, préparée psychologiquement par les écrivains, amorcée par les étudiants, se répand bientôt dans tout le pays. Ce jour-là, le 23 octobre 1956, le peuple magyar descend dans la rue pour réclamer des élections libres et s'affranchir de la tutelle totalitaire de Moscou. Les statues de Staline sont déboulonnées, les écrits de Lénine brûlés sur la place publique. Un vent de révolution souffle sur Budapest. Aussitôt réprimé par l'arrivée des chars de l'armée rouge.
brutalement réprimée dans le sang, l'insurrection de Budapest provoque une onde de choc planétaire. En pleine guerre froide, dans un contexte marqué par un anticommunisme forcené, la Suisse se mobilise aussi. Les événements tragiques de Budapest entraînent un immense mouvement de solidarité et fait unique dans l'histoire helvétique, 3 minutes de silence sont observées dans tout le pays en mémoire aux victimes de la répression soviétique. Des manifestations de sympathie aux insurgés hongrois sont organisées un peu partout en Suisse. Un véritable élan populaire soutient l'action de Berne qui, pour une fois, ouvre largement nos frontières. La Confédération helvétique accueille à bras ouverts ces persécutés de la terreur communiste. 20 000 trouveront refuge en Suisse. Les premiers convois de réfugiés arrivent le 9 novembre 1956. À Bux, à la frontière austro-suisse, arrivent déjà les premiers trains de réfugiés hongrois venus trouver asile en Suisse. Ils ont fui l'enfer de la haine et de la répression et sont sans force et sans espoir. Chaque transport amène des femmes et des enfants dont les maris, dont les pères sont restés dans leur patrie pour combattre jusqu'à la mort. Les yeux des enfants reflètent une tristesse infinie. Différentes œuvres de secours prennent soin des malheureux. 200 000 Hongrois trouveront l'asile à l'ouest, du jamais vu en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quelques documents si vous souhaitez approfondir vos connaissances et participer au débat. Je vous recommande ce livre coordonné par Hélène Thiollet, Migrants, migration, 50 questions pour vous faire votre opinion. Exemple, parmi ces 50 questions, l'ouverture des frontières crée-t-elle un appel d'air ou encore les étrangers sont-ils plus criminels que les nationaux? Un ouvrage collectif publié aux éditions Armand Collin. Le journaliste Étienne Dubuis est parti à la rencontre des migrants, les naufragés, l'odyssée des migrants africains, réunit leurs témoignages sur leur dangereux chemin vers l'Europe. C'est poignant, c'est du vécu et c'est publié aux éditions Cartala. Enfin, un autre témoignage dans l'émission Tout un monde sur la radio suisse, RTS La Première. Maureen Mercier a passé cet été 17 jours à bord de l'Aquarius. Les passeurs jettent, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, jettent ces gens une fois qu'ils en ont retiré tout ce qu'ils pouvaient à coups de raquettes, de torture, de travail forcé, de viol. Des femmes me racontaient que si elles avaient pu trouver une place à bord, c'est parce qu'elles avaient tellement été violées que plus personne n'en voulait. Les hommes, eux, finissent souvent sur ces embarcations lorsque les passeurs ont essoré leur famille en leur réclamant des rançons. Ils savent qu'ils ne peuvent plus en retirer un centime, même en les torturant plus encore. La majorité des gens qui prennent la mer sont donc, oui, des survivants. Voilà, c'est le moment du générique de fin. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Géopolitis. Bye bye, à bientôt.